problématiser ensemble à travers des exemples concrets. Est-ce que, oui, André est canadien, est-ce qu'il connaît toute la culture canadienne? Je suis sénégalais, a-t-on dit, est-ce que je connais toute la culture sénégalaise? En plus, quand je dis Canada-Sénégal, je parle d'entité territoriale colonialement définie. Colonialement définie. Donc ça veut dire balkanisé, découpé en 1001 morceaux, et qui font que l'identité d'un peuple se retrouve disséminée par ces découpages et ces compartimentations coloniales. Donc on se retrouve avec des peuples qui ont été séparés par le mur de Berlin, le même peuple dont un frère et son autre frère sont séparés par le même mur. Ils doivent demander la permission. Ils ne se voient qu'une seule fois par an. Il faut qu'ils fassent toutes les démarches pour avoir la permission. Voilà le rôle du colonialisme dans la fracture de l'identité collective. Et tant qu'on ne met pas en cause ces paramètres-là, on ne comprendra pas la mesure dans laquelle un individu, quel qu'il soit, ne peut être socialisé que dans un segment infinitésimal de sa propre culture. Moi, je ne connais pas ma culture peul, je ne peux pas être aussi prétentieux pour me réclamer le représentant le plus symbolique, le plus significatif de cette culture, ni de cette langue, ni de ses mœurs. Je ne connais qu'une partie infinitésimale de cette culture ethnique. Et même du lieu où je suis né, je n'en connais qu'une partie extrêmement infinitésimale. Donc cela pose la question de l'humilité et de l'éthique. De l'éthique dans les relations de connaissance et dans les relations interculturelles. Je ne connais pas, et c'est dans la que j'aurai à ressentir le besoin légitime de connaître, de vous connaître. Et si je suis différent de vous, disait Albert Jacquard, loin de vous diminuer, je vous augmente. Donc, je pense que ça remet la problématique à son centre, et pour mieux recentrer le débat et vous permettre donc de vous exprimer librement et de considérer aussi vos arguments comme étant des arguments à leur poser. Il faut les harceler avec, avec vos questions et vos opinions. Hein? Il faut, comme c'est bon. Moi, je vais leur poser une question. Nous avons un dilemme, et puis le dilemme a été soulevé par Dr. Ba, par Adèle, par la jeune dame, je ne sais pas son nom. Donc, ça a été soulevé par plusieurs personnes. Nous avons, disons que tous les pays du monde sont représentés au Canada. Donc ça veut dire, et puis là je suis en train d'être très simpliste en disant chaque pays a une culture, parce que c'est pas vrai. Donc mais disons, on va pour juste mettre le sujet sur la table, 196 pays, à la dernière fois que j'ai vérifié, au monde, se retrouvent au Canada aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut vivre ensemble avec toutes ces cultures-là? Et puis, soyons honnêtes les uns avec les autres, il y a des contradictions dans cette culture-là. Quelque chose veut dire A, et la même chose veut dire son contraire dans une autre culture. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble dans cet espace géographique, 196 cultures, de façon harmonieuse? Là, il y a beaucoup d'intérêt. André, ensuite Jocelyne, et ensuite qui? Bernice me regarde avec les yeux. Elle s'appelle comment? Jutney. Et vous voulez parler? Vous voulez contribuer? Je manque de questions. Hein? Pas encore. Ok. Ok, y a-t-il d'autres qui vont intervenir? En tout cas, vous avez déjà Jocelyne et ensuite André, c'est ça? Parfait. Oui,
Jocelyne. Je pense qu'il y a trois mots-clés pour répondre à votre question. Et puis, je pense que le premier mot, vous l'avez déjà souligné, c'est le respect de l'autre. Donc, si on respecte pas notre prochain, donc ça sera très, très difficile de vivre avec la personne. Et comme Darlene l'avait mentionné auparavant, le deuxième mot-clé, je pense que c'est l'interaction entre les individus. Et c'est cette interaction-là qui va permettre le partage entre nous. Donc, je pense que ce sont les trois mots les plus importants qui nous permettront de vivre ensemble. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. André? Pour ajouter à ça, puis pour relancer la question d'abord, c'est comme vous avez dit, puis vous voulez de réitérer, c'est il faut se voir dans les yeux de l'autre, puis que l'autre se voit dans tes yeux. Oui. Donc, Luciano étant musicien, vous rencontrez bien du monde, puis comme tu as dit, au Brésil, il y a tellement de styles de musique qui s'interagissent. Qu'est-ce que vous cherchez en tant que te voir dans les yeux de quelqu'un d'autre quand tu t'en vas jouer de la musique avec quelqu'un de nouveau? Comme c'est quand tu rentres avec un nouveau band, il y a quelque chose qui fait que ça clique, puis que ça marche ensemble, puis vous êtes capable de jouer ensemble. Ben, c'est qu'est-ce que vous recherchez dans comment est-ce que tu sais que... ouais, c'est qu'est-ce qui fait cliquer. Puis je pense une manière de trouver la réponse, c'est de rester avec leur exemple, de se voir dans les yeux de l'autre. Alors, vous avez un genre de background musical qui vous donne un genre de couleur, mais tu as besoin de trouver une relation entre comme ta background de musique puis ceux de l'autre. Ben, moi, je pense que c'est toujours à partir d'une ouverture et d'une entrée. Alors, si je suis ouvert à d'autres choses différentes qui ne sont pas quelque chose qui sont dans ma maîtrise, il faut aussi que j'aille une entrée à quelque chose de différent. S'il y a une ouverture puis une entrée, la connexion est facile. Quand il n'y a pas une ouverture, fini. That's it. S'il y a une ouverture, mais il n'y a pas bien une entrée, ça pourrait développer l'entrée, ou peut-être que... Puis moi, j'ai dit ça aussi dans une interaction culturelle. Tu connais quelqu'un dans la rue, puis des fois, tout de suite, tu es comme... T'es qui, toi? Il me semble que je te connais. Ah non, puis là, mais t'es intéressé, puis la personne est intéressée à toi, puis boum, vous êtes des amis. Dans une seconde, vous avez parlé des moitiés de la vie. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas cet intérêt-là. Moi, je trouve que l'entrée, il vient de le vécu de la propre personne. Alors, si moi j'ai une culture riche dans les arts, moi je vais être automatiquement trait par les arts. Je vois quelqu'un qui danse, puis je me dis, oh, c'est un peu comme la danse qu'on faisait, parce que j'ai une référence. Mais si je n'ai jamais fait de la danse, jamais fait de la musique, jamais fait de l'art, tu ne les regardes même pas, ça passe tout droit. Puis je voulais mettre ça là parce que moi je vais faire une connexion à l'autre sujet qui se passait ici, là, partout. Parce que moi je trouve que pour que les cultures, pour qu'on soit capable de vivre ensemble, mais aussi pour qu'on ait une interaction, qu'on puisse construire quelque chose de plus grand à partir des morceaux séparés. Je suis d'accord avec Bouled qu'on a besoin de l'éducation, alors on a besoin de connaître. On a besoin de connaître l'autre, mais avant, on a besoin de connaître nous-mêmes. C'est quoi notre culture? C'est d'où moi je viens. Qu'est-ce que ma grand-mère faisait? Pourquoi qu'il faisait? Puis une fois qu'on connaît ça, on est intéressé à les autres. Parce que, hey, puis ta grand-mère, puis qu'est-ce que... Puis t'es intéressé aux autres, parce que c'est intriguant, c'est une grosse histoire. Les problèmes ici au Canada, moi je dirais que c'est pas les cultures, c'est le manque des cultures. Parce que la majorité de la population au Canada manque des cultures. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas dansé, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas joué
de la musique, ils n'ont pas, tu comprends, fait des rimes, ils n'ont pas, ça manque de la culture. Le monde ne s'y rencontre pas. La culture, c'est Noël, acheter des cadeaux, puis la Pâques, acheter des cadeaux, des chocolats, puis quoi d'autre? Les Halloween, c'est acheter des costumes pour mettre dans les bons costumes à chaque année. C'est très faible. Alors, quand on n'a pas de culture, comment tu peux apprécier la culture de l'autre? Moi, j'ai une acceptance énorme à n'importe qui. Si j'ai un musulman qui fait la prière très forte dans la chambre à côté de moi, ben, je vais faire mon silence, peut-être que je vais essayer de faire un type de prière que moi je connecte à. Puis si un autre commence à crier, je dis, oh, c'est peut-être un rituel de quelque chose, puis moi je vais en profiter pour faire quelque chose. Mais c'est parce que je n'ai où aller dans moi pour relier à qu'est-ce que l'autre fait. Mais quand on n'a rien, puis moi j'ai des amis qui n'ont rien dedans, ils ont zéro culture. Ils ont grandi dans zéro culture. Bien, toutes les autres cultures leur font peur. Parce que, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous criez? Quoi? Vous dansez? Vous bougez? Vous, quoi? J'ai jamais fait rien de ça. Oh, vous touchez? Non, touche-moi pas. C'est difficile quand on n'a pas. Il fait que, pour moi, tout ça, c'est le secret, c'est qu'il faut relationner qu'est-ce qu'on a en dedans avec l'autre. Puis il faut chercher l'entrée à nous-mêmes pour qu'on puisse être intéressé à la culture de l'autre. C'est très riche. Je voulais, certainement, parce que tu as des choses à dire dessus, mais il y a, après Jocelyne, on avait dit, André, Darlene, tu voudrais réagir à ça? Je voudrais juste recentrer certaines dimensions de ce qu'il a dit. Les nouvelles terres d'immigration, l'Amérique, c'est le nouveau monde, en fait. Les nouvelles terres d'immigration sont des terres où lance des flux migratoires anciens ou récents n'ont pas eu une durée diachronique, n'ont pas connu une durée diachronique, 1 millier d'années, 2 milliers d'années. Alors, le seul peuple en Amérique du Nord, un des seuls peuples fondateurs en Amérique du Nord, dont on peut dire qu'il a bâti une culture multiséculaire, c'est les Autochtones. Parce qu'il y a plus de 30 000 ans, ils sont passés par le détroit de Bering et ils sont arrivés habiter ici. Et il y a un livre de Bradley qui dit, il faut prendre les références, They came before Columbus. Des recherches archéologiques ont prouvé en effet qu'il y avait des Noirs qui existaient en Amérique bien avant la période de la migration eurasienne des Indiens, parce qu'ils sont partis de l'Eurasie pour passer par le détroit de Bering et arriver aux États-Unis, en Amérique centrale, un peu partout. Alors, They Came Before Columbus et d'autres recherches archéologiques qui ont même été faites au Brésil ont montré des crânes, des fossiles, mais aux crânes de type dolicocéphale en anthropologie, en archéologie, en craniométrie, ou de type dolicocéphale, ils disent que c'est le type africain. Et ils ont pu remonter la date de ces fossiles qui datait de 60 000 ans. Donc, 60 000 ans, c'est plus que 30 000 ans. Donc, voilà comment se construit une culture. Une culture, c'est pas avoir la citoyenneté canadienne et dire j'ai la culture canadienne dans un Canada qui n'a pas encore formé de culture. Parce que c'est un pays extrêmement récent. La formation d'une culture prend des milliers et des milliers d'années. Une culture, ça prend une identité archaïque, okay, pour former de nouvelles identités. Okay. Et si il n'y a pas cet archaïsme, cette évolution archaïque à partir d'un effet fondateur jusqu'à un effet contemporain de diversification,
on n'a pas réellement affaire à une culture. Donc les migrants viennent avec des cultures très anciennes, ok, ou des segments de culture, je dirais, très anciens. Et lorsqu'ils arrivent, ils mettent ça sur la scène sociale du partage et de la compréhension. Mais combien de barrières et de mécanismes d'inclusion et d'exclusion systémiques, on l'a vu dans le cours, les blocs pour même exprimer leur collectivité culturelle, leur identité culturelle collective. Voyez? Est-ce qu'il y a des lieux de rite ici propres aux Haïtiens à Sapori, ou aux musulmans, ou aux païens, ou à n'importe quel animiste là? Hein? Est-ce qu'il y en a? Non, c'est pas prévu, ok? Et on vit le même phénomène par rapport aux gens. Hein? Hein? Il n'y a pas de toilette spécifique aux homosexuels ou spécifique à... Il n'y a pas tout ça. Donc, c'est un pays standardisé, uniformisé, avec une pensée uniforme. Donc, le but, c'est uniformiser. Le but de l'uniformisation, c'est quoi? C'est l'assimilation. Donc, si vous regardez, vous analysez la structure multiculturaliste de l'idéologie d'intégration du Canada, cette structure est fondamentalement jeune et elle est partie de l'exclusion radicale des cultures étrangères qu'à leur reconnaissance. Mais avant leur reconnaissance, c'était leur rejet tragique. On se rappelle de l'esclavage des Chinois, hein, dans la construction du chemin de fer. Okay? Aujourd'hui, les Chinois réclament justement la justice sociale à ce niveau. Okay? Il y a d'autres pratiques reliées aux Noirs, aux loyalistes noirs qui sont venus des États-Unis lors de la Révolution américaine, donc qui ont subi de nouvelles formes d'esclavage. Vous voyez? Il y en a plein d'autres cas illustratifs, les Juifs qui ont été complètement expulsés du Canada. Il y a eu des manifestations anti-juives, on ne voulait pas. Tout cela a été des points marquants des questions d'intégration. Donc, intégration, y a-t-il une intégration? C'est une question. Parce que lorsqu'on intègre, ça veut dire que si je t'intègre, tu disparais. Ce que tu étais avant n'est plus là. L'intégration est un concept biologique et assimilateur. Ça veut dire, si je t'intègre, ça veut dire que je te digère, je te mange là, et je te digère. Right? Et donc, c'est pour ça que, au lieu de parler d'intégration, hein, le mot adaptation réciproque ou mutuelle, de rencontre interculturelle, ou qui réhabilite bien sûr le mot de Socrate. Hein? Ma liberté finit là où celle des autres commence. Ma liberté finit là où celle des autres commence. Et la liberté des autres finit là où la mienne commence. Donc, moi je recalibre le débat de cette manière pour relever la centralité de son intervention en matière d'intervention. Et donc, oui, je vais donner la parole à Gouleg et puis vous allez suivre. Et puis, parce que le but c'est de vous faire parler vous. Alors, y a-t-il, avant de donner la parole à M. Gouleg, y a-t-il... Darline, veux-tu revenir? André? Moran? Oui. Tu veux dire quelque chose? Premièrement, ce que je voulais dire, je voulais d'abord féliciter pour les très, très bonnes interventions qui ont été faites par les panélistes. C'est assez généreux de partager vos parcours individuels et personnels. Ensuite,
je voulais féliciter vraiment tes étudiants. Oui, merci. Vraiment, j'ai trouvé que vos interventions, vos questions, etc., c'est rassurant pour le futur. C'est très important. Et aussi, à Dr. Ba, c'est vraiment, tu es une institution pour nous tous. Merci. Pour nous tous. Et puis, je veux dire, c'est une activité qui est très, très importante. Puis de les exposer aussi avec des personnes qui sont à l'extérieur, qui ont des parcours complètement différents l'un de l'autre. Je pense que ça apporte... et leur donner cette occasion de dialoguer avec ces personnes, je pense que c'est une opportunité qui est très, très enrichissante. Alors d'abord, c'est ce que je voulais dire. Et l'autre chose que je veux dire, c'est en anglais, j'avais entendu, je ne me rappelle plus où j'avais lu, où j'avais entendu cette expression ou un commentaire qui a été dit, ça a été en anglais, mais ça dit « We ain't where we've been, but we're not where we want to be ». C'est-à-dire, nous ne sommes pas là où on était. Donc, il faut vraiment prendre en considération de ça. Mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons y être. Et puis, moi, quand j'ai œuvré dans le communautaire, j'ai jamais œuvré pour voir le résultat du travail ou de mes investissements, pour le voir immédiatement ou dans ma vie actuelle. C'est peut-être quelque chose qui va être vécu par mon enfant ou par les enfants de mes enfants. Donc, si aujourd'hui on n'est pas dans le champ en train de récolter le coton, les personnes noires, c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait par nos ancêtres. Et aujourd'hui, on est dans une institution en train de discuter, de débattre, de dialoguer. Donc, c'est ces choses-là qui nous démontrent aujourd'hui que nous avons quand même évolué. Puis ces combats ont été faits non seulement par les Noirs, mais aussi par les Blancs qui ont pris des positions qui n'étaient pas populaires pendant ces temps-ci. Alors, je trouve que ce que je retiens aujourd'hui, c'est en effet, il y a cette compréhension du partage. Moi, je suis mariée avec un musulman. C'est vrai, c'est un Africain. C'est un Africain, c'est vrai, en nous voyant comme ça, on va se dire, ben, c'est des Africains. Mais surtout, ceux qui sont Africains, on sait très bien que même en tant qu'Africains, on a beaucoup de différences entre nous. Alors, pour moi, le fait que je ne suis pas mariée avec une personne qui vient de mon pays, de ma culture, de ma religion, c'était je dois vous dire, ça m'a tellement enrichi dans ma vie personnelle, c'est incroyable. Ça a apporté beaucoup à ma façon de voir le monde, à ma façon, toute mon intelligence, si je peux le dire comme ça, sur tout le plan social, culturel, etc., vient de cette expérience qui m'a enrichi sur le plan culturel. Alors, ce que j'aimerais dire, je pense qu'un des aspects les plus importants aussi, c'est vraiment d'avoir cette curiosité de connaître l'autre personne, d'avoir cette initiative et surtout, je vais parler aux Africains et puis même les femmes africaines, des fois qui viennent des cultures où une femme qui ne parle pas beaucoup, c'est une femme sale. N'ayons pas peur de poser des questions, d'aller voir quelqu'un, d'où tu viens, de quel pays, puis de comprendre d'où cette personne vient, avec vraiment cette curiosité de s'enrichir sur le plan culturel, puis pour notre intellectualité. Alors, c'est tout ce que je veux dire, mais merci beaucoup. Excellent travail, M. Moi, c'est pas à moi la parole, mais c'est à vous la Si jamais... Méran vient de dire, et je me rappelle aussi que Luciano avait dit quelque chose.
aussi, ces deux choses m'ont marqué. Parce que vous avez dit que vous êtes marié avec quelqu'un qui est différent de ta culture, de ta religion, de tout. Et puis ça vous apporte beaucoup de choses culturellement et intellectuellement, ça vous apporte beaucoup de choses. Puis Luciano, lui, il avait dit, quand on l'invite dans une fête cubaine, il connaît déjà les danses, la musique cubaine, c'est-à-dire il connaît déjà tout ça. C'est juste, je voulais venir à ce que Dr. Ba avait dit une fois dans notre classe. Quand tu ajoutes quelque chose dans la culture de l'autre à ta culture, tu ajoutes à toi une humanité qui te rend plus humain et plus sain. Bravo. Plus 10. Je pense que ça va me pousser de plus à connaître les autres. Parce que par rapport à vos témoignages me font comprendre qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Puis ça va me pousser vraiment à connaître les autres pour que moi aussi un jour je serai plus humain et plus sain. Bravo, bravo. Wow. Ah, c'est... Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup d'abord. Mais un aspect que je veux aussi ajouter, moi je suis d'origine, j'étais née en Éthiopie, donc je suis éthio-canadienne. J'ai vécu 3/4 de ma vie ici au Canada. Donc j'ai cet aspect éthiopien en moi, mais aussi je suis canadienne. Okay? Des fois, ce qui arrive, c'est que je suis approchée par des personnes qui viennent soit de mon pays ou africaines ou autres, qui viennent me voir parce que moi, je suis mariée avec, pour les Éthiopiens, avec un étranger, n'est-ce pas? Des fois, j'ai remarqué qu'il y a certaines femmes ou amies ou hommes même qui se pensent un peu confortables, qui se trouvent assez confortables pour me dire, mais tu sais, j'en ai marre des Éthiopiens, moi je ne vais jamais marier un Éthiopien. Elles se sentent confortables à dire ça parce que moi je ne suis pas mariée avec un Éthiopien. Mais je dois vous dire, je n'ai pas choisi un homme juste parce qu'il vient d'un pays différent. Mais c'est l'idée ici, puisque vous avez très bien souligné aussi, c'est il faut voir l'humain derrière la couleur, derrière la religion, derrière tout ça. Donc, je n'ai pas choisi la personne parce qu'il est de Djibouti où je veux avoir quelqu'un. Ça peut être un Éthiopien, ça peut être un Camerounais, ça peut être un Canadien blanc ou jaune ou rouge ou vert. Ce qui compte le plus, ce qui est à l'intérieur de la personne. Puis j'espère qu'un jour, on oubliera tout ce qui est visible, tout ce qui est les divisions géographiques qui nous divisent. Et puis qu'on voit d'abord l'humain avant tout. Mais je suis d'accord avec vous complètement. Oui, et j'ai pris des notes parce qu'à la fin, je vais essayer de résumer un peu ce que nous avons dit. Mais quelque chose que, et puis vous l'avez dit de façon beaucoup plus éloquente que je pourrais jamais le dire. Pour moi, j'ai toujours vécu ma vie, non pas comme quelque chose qui est fermé et établi, mais quelque chose qui est ouvert et qui évolue. Parce que si j'avais décidé et je le dis toujours à n'importe qui, si je voulais vivre avec des Djiboutiens, que des Djiboutiens, d'ailleurs c'est quelque chose que je ne crois pas que ça existe, Djibouti, parce que ma culture, de là où je viens, date. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu la Bible? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du roi Salomon? Mais oui. Est-ce que vous avez entendu de la reine Saba, qui était partie voir le roi Salomon? La reine Saba venait de ma région. Donc ma culture, de ma culture date de cette époque-là et encore plus loin. Donc je n'ai pas à m'identifier avec quelque chose qu'on m'a collé en 1895 à Berlin, où je n'avais rien à dire dessus. Bravo. Donc c'est pour ça que j'essaie trop de ne pas me perdre dans l'aspect je suis djiboutien, je suis ivoirien, je suis camerounais, parce que tout ça c'est des pays fictifs. On était tracés par des gens qui n'avaient aucun respect, ni pour moi, ni pour les miens. Donc je ne vais pas m'identifier avec ça, je m'identifie avec quelque chose de plus grand. Je m'identifie à quelque chose qui dépasse ces aspects-là. Et ça va être tout un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais
tout ça pour dire que qui je suis, c'est, je viens avec cette richesse, je suis conscient de la richesse avec laquelle je viens. Ça ne veut pas dire que je haïssais qui j'étais, je me trouvais assez riche, j'aurais pu vivre comme j'étais, mais quand on a un diamant qu'on a trouvé, qu'on vient de trouver et qu'on a déterré, on peut le garder, ça reste un diamant. Mais si on le polit, si on le rend, si on lui donne des angles pour que la lumière puisse frapper d'un certain angle et que ça ajoute une certaine brillance, est-ce qu'on ne l'a pas rendu meilleur? C'est un peu ça c'est comme ça que je vis ma vie. Donc, je ne vis pas ma vie dans un contexte qui est que je suis qui j'étais, je serai qui j'étais. Non, je vis avec ma vie en me disant, je vais rencontrer Luciano aujourd'hui, je vais prendre un peu de Luciano parce que j'aime la façon dont il joue quelque chose. Je prends un peu de ce que Ousmane il a dit. Je vais prendre un peu de ce que vous avez dit. Je vais prendre un peu de ce que mon épouse va me dire. Et c'est comme ça qu'on évolue. Absolument. La culture... Surtout pas de moi. Bien sûr de toi. Bien Le figuier, le sapin et le sirop d'érable, c'était une très belle analogie. Mais tout ça pour dire que la façon que mon grand-père a vécu sa culture et la façon que mon père a vécu sa culture sont deux différentes choses. Donc la façon que moi je vais vivre ma culture et la façon que mon père a vécu sa culture seront différentes. La façon que mon fils va vivre sa culture et la façon que moi j'ai vécu ma culture, ça seraient deux différentes choses. Dès qu'une culture ou une communauté cesse d'évoluer, elle disparaît. Absolument. Donc, ne refusons pas cette évolution. Absolument. Par peur de se perdre. Qui se connaît ne se perd pas. Absolument. Donc, n'ayons pas peur de cette évolution. N'ayons pas peur d'ajouter quelque chose qu'on n'était pas confortable avec. Parce que dans l'inconfort vient le courage. On a été assez courageux d'aller voir quelque chose qu'on était inconfortable avec. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. André, ensuite on a Daniel, hein? C'est ça? Non? Ça va? Puis, non? Et Jocelyne. Puis, Ori, est-ce que tu le veux ou non? D'abord, si ça nous prend un bagage pour trouver un intérêt chez quelqu'un d'autre, pour initier une interaction qui va nous permettre d'évoluer, est-ce qu'il y a quelque chose dans tous les humains qui peut se servir comme point d'intérêt? Si, par exemple, un musicien rencontre un biologiste, puis il n'y a rien qui, dans leur bagage qui initierait un genre d'intérêt chez l'un et l'autre, est-ce qu'il y a quelque chose comme humain qui pourrait initier cette interaction? La danse. La danse. Est-ce que je peux répondre à ça? Oui, certainement. Je ne connaissais pas Luciano. On m'a parlé de lui. Puis c'est mon étudiante qui est son épouse. Puis on a parlé de nos convergences et tout ça. Puis on s'est rendu visite. Le premier jour qu'on s'est rendu visite, on a joué. Vrai ou faux? On a joué de la musique. Moi, j'étais au piano, il y avait Luis, qui était à la trompette, oui. Puis, lui était à la guitare et Annie était à la percussion, comme ça. On n'a jamais fait de répétition. Et je ne connaissais pas Luciano pour dire, dans mes fibres affectives, cet être existe. Non. Parce que la question de cette connexion métaphysique et presque télépathique de la musique qui fait que il y a une harmonie qui se crée dans l'inconscient collectif des acteurs en scène, moi je ne pouvais pas m'attendre à ce jour-là. On a joué, puis on se cherchait, on se regardait. Et le langage, c'était à la fois le regard et essayer de, à travers l'instrument, d'adapter le regard, d'adapter l'instrument, l'harmonie au regard
Et c'est le regard qui ponctuait le rythme, qui nous disait voilà là où nous voulons aller. Ah, voilà un accident de parcours. Voilà, non, il faut se rechercher par-ci. Et le produit était merveilleux. Et je me suis mis à chanter tout en jouant au piano. Il ne comprenait, c'était au-delà de notre compréhension personnelle. Vrai ou faux? C'était la première fois que je le voyais. Et si on pouvait enregistrer cette musique, aujourd'hui, elle serait d'une valeur commerciale. Mais comme nous sommes des anticapitalistes, on n'a même pas osé. Hein? Mais voilà donc pour te dire ce qu'il disait. L'ouverture, quelquefois, ne dépend pas de nous-mêmes. L'ouverture ne dépend pas de nous-mêmes. Ce n'est pas comme si j'ai le luxe de te choisir ou de ne pas te choisir. C'est comme Méron le dit, c'est pas un luxe de choix qu'elle a eu en rencontrant mon frère là. Non, c'est la contingence, c'est la force de la contingence qui vous a attaché au point de risquer d'emprunter le nom du destin. C'est fort ce que je dis là. Très bien. Et si jamais je peux ajouter, voilà. Moi quand j'ai rencontré Luciano, on était invité à une soirée, on était invité par un ami commun. Je ne joue pas de musique, malheureusement. Je chante pas non plus. J'ai un intérêt, comme tout le monde, j'aime la musique, j'aime écouter, j'aime chanter dans la salle de bain lorsque personne ne m'entend. Mais quelque chose que j'ai apprécié de Luciano et qui m'a touché, c'était sa connexion qu'il avait avec ses enfants. La façon qu'il était proche avec ses enfants. Et puis ça a fait que je voulus le connaître mieux, qui il est. Donc des fois, nous sommes tous et avant tout des êtres humains. Si ce n'est pas l'intérêt de musique, il y a l'intérêt de lecture. Si ce n'est pas l'intérêt de lecture, il y a l'intérêt de la marche. Et puis la liste peut aller beaucoup plus loin. Infiniment. Beaucoup plus loin que je peux le dire. Ouais. Donc, ce n'est pas un aspect, ce n'est pas quelque chose de très simple. Un intérêt, je pourrais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit et puis qui m'est toujours restée. Mon grand-père me disait qu'il y avait un vieux à l'entrée du village. Et puis, un voyageur vient et lui demande et lui dit puis chez nous, de là où je viens, vieux veut dire sage, veut dire quelqu'un qui a un certain vécu, on le respecte. Donc là, l'étranger arrive à la porte du village et puis il dit au vieux, père, c'est comme ça qu'on appelle les personnes âgées, père, dans cette ville ou village derrière vous, comment sont les gens qui habitent là? Le vieux le regarde et lui dit, mon fils, comment étaient les gens du village de la ville que tu as quitté? Et puis le jeune gars a dit, c'était des personnes qui n'étaient pas bonnes, des personnes qui me faisaient de mauvais coups, des personnes, et puis il s'est plaint. Puis le vieux homme le regarde et lui dit, il y en a de ces gens-là ici aussi. Là, il rentre. Quelques minutes plus tard, un autre vient. Et il lui dit, il pose la même question. Père, comment sont les gens de ce village ou cette ville derrière toi? Le père le regarde et lui dit, mon fils, comment étaient les gens de ville ou du village que tu as laissé? Puis il a dit, j'ai laissé mes meilleurs amis, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé de bonnes personnes. Il lui dit, tu vas en trouver ici aussi. Bravo. Et il est rentré. Puis il y avait un autre qui était là, qui l'écoutait. Il dit, mais père, moi je vous croyais sage. Voilà deux personnes qui vous posent la même question et vous lui donnez deux réponses complètement différentes. Et puis le sage a dit, c'est ce qu'on recherche que l'on trouve. Si on cherche de bonnes personnes, on trouve de bonnes personnes. Si on cherche de personnes crasseuses, on les trouve aussi. Donc, en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'au fond de nous-mêmes on recherche, qu'on trouve dans l'autre. C'est très fondamental contre toute cette pédagogie de la sagesse et du messager qui se cache dans l'étranger.
tout étranger est un messager qui a travaillé et traversé des océans, des fleuves, des espaces incommensurables pour arriver à un pays où il espère être accueilli comme il accueillait de tradition les gens. Mais il vient se confronter à tout le contraire. Il y a une distance qui vient le fracturer entre ses attentes et la réalité, entre les rêves qu'il projetait de ce pays et la réalité concrète de l'explosion. Donc, c'est là que la déchirure se fait, le choc culturel. C'est le conflit entre les attentes et la réalité, entre les espoirs que je nourrissais de ce pays et la dure réalité de cette déception. Donc, qui fait des crises parmi les immigrants. D'autres tombent en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à se définir dans cet espace nouveau d'accueil. Ils n'ont pas d'espace de définition ou d'autodéfinition. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de processus de signification du non-sens. Parce que ça devient un espace de non-sens. Lorsqu'on quitte un pays avec tous les bagages symboliques liés au sens qu'on donne à sa propre identité, à sa propre origine, à son propre passé historique, et que l'on se projette dans l'avenir pour arriver à un pays qui incarne cet avenir avec ses espoirs, avec toutes les illusions qu'elles inspirent, et que d'un coup, c'est la tombée crépusculaire de ces illusions. C'est la chute de toutes les illusions, d'un coup. Alors, l'être humain qui était porteur de ces espoirs tombe en crise. Et ça, c'est la crise de l'immigrant. C'est une crise de traumatisme migratoire. Toute expérience migratoire est par définition une expérience traumatique. Et ce trauma est une blessure physique ou symbolique infligée dans la psyché même et dans le soma, le corps de l'immigrant. Lorsqu'il a tout perdu et qu'il ne lui restait que ce pays d'espoir, et que ce pays d'espoir vienne lui glisser entre les doigts, c'est le lieu du non-sens total. Et c'est ce non-sens total qui crée le lieu de la folie, le lieu de la crise, de la dépression et même du suicide. Et même du suicide, de l'évasion vers d'autres formes de création artificielle de sens. La drogue, l'alcool, toutes ces formes de sublimation de la souffrance. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que la question que tout ce qu'ils disent, par métaphore, tout ce qu'ils disent, c'est que si votre identité n'est pas enracinée au départ et qu'elle n'est pas structurée au départ, elle n'est pas porteuse d'un sens et d'une consistance et d'une capacité de résistance à des chocs dus à l'épreuve même de la migration, alors la migration devient une tragédie. Pas à dire là, mais je voulais juste premièrement remercier M. Ousmane d'avoir mis l'idée sur le fait, parce que je ne regrette que le coup avait annulé l'autre fois, parce que maintenant là, je suis un peu, comme je prends un peu partout de Luciano, de M. Manou, et M. Adèle, oui, de tous les gens qui ont intervenu. C'est pas quand les gens parlaient, comme j'ai gardé plusieurs idées en tête, je vais essayer de faire des commentaires, c'est pas des questions, c'est juste des commentaires. Oui, c'est bon. Puis je me souviens que Luciano avait parlé de comme il n'était pas comme proche de sa culture avant de venir ici. Il mentionnait que c'est en arrivant à Toronto qu'il a appris la musique
brésilienne et tout. Puis je me souviens d'une phrase que monsieur avait relatée en classe un jour. Il disait qu'on n'est jamais proche de sa culture que quand on est ailleurs de son secteur culturel. Oui. Et moi aussi, je l'ai vécu quand je suis arrivée à Toronto 4 ans de cela. C'est comme, quand j'étais au pays, c'est comme Haïti n'est pas un pays qui est divisé en groupes d'ethnie, par exemple. Non. On parle tous le créole et puis le français qui est aussi une langue officielle là-bas. Donc, même si je venais d'une localité du nord-ouest du pays, et puis je déplaçais le plus souvent aller en vacances chez ma grand-mère, et puis ensuite je déplaçais pour aller à la capitale pour mes études secondaires, j'ai pas vu trop de différence. C'est comme si on était tous des Haïtiens, on parlait tous la même langue, même si on venait des villes différentes, des départements différents, mais c'était pas vraiment différent. Mais quand le moment arrivait pour rentrer ici, pour retrouver mon père ici au Canada, c'est comme je pensais pas à une grande différence culturelle, par exemple. Je ne pensais pas à retrouver ça ici au Canada. Arrivé encore, j'étais à l'église, c'était une église haïtienne, là j'ai rencontré des Haïtiens, c'est comme pareil de ma culture, mais c'est quand je suis arrivée au travail pour la première fois, quand les gens commençaient à me demander d'où viens-tu, c'est là que je comprends, je ne suis pas dans ma ville, je ne suis pas dans ma culture, je commence à conscient de la diversité, de la différence des cultures. C'est comme je suis arrivée à la maison et puis j'ai dit à mon père, mais c'est pas pourquoi les gens me demandent, c'est parce que la première question que les gens vont te demander, where are you from? J'étais comme, wow, tous les gens te demandent, where are you from? C'était comme, là tu vois, tu n'es pas dans tu n'es pas chez toi, donc tu deviens conscient. Et puis de là, je me rends compte que, en étant au Canada, c'est là que je deviens plus proche de ma culture. Maintenant, là, je cherchais tout le temps. Surtout, à ce moment, je travaille sur un devoir qui parle de ma culture. C'est comme je fais des recherches tout le temps sur ma culture. Parce que je suis élevée en Haïti, mais c'est comme la culture dominante religieuse, c'est le vaudou. Mais comme dans ma famille, on ne le pratiquait pas. C'est comme j'ai élevé dans une famille chrétienne. Et puis mon père, c'est comme s'il il avait sa propre culture à lui, à nous inculquer. Je n'étais pas trop intégrée vraiment dans la culture haïtienne. Donc c'est là que je fais des recherches, j'ai parlé à d'autres gens pour voir exactement c'est quoi la culture. Donc pour revenir à ce que, avec la question qui a soulevé beaucoup d'intérêt tout à l'heure, c'est la question du multiculturalisme. Bravo. Je suis d'accord avec... J'ai des problèmes avec les noms là. Oui, je suis d'accord avec lui qu'on ne peut pas connaître la culture de tout le monde. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, on n'est pas capable de connaître sa propre culture. Voilà. Donc, c'est difficile, quasiment impossible de connaître la culture de tout le monde. Mais ce que je pense que ma collègue voulait plus intégrer, c'est comme l'idée de briser cet ethnocentrisme qui fait que tout le monde croit que sa culture est supérieure à l'autre. C'est comme, tu respectes, tu connais ta culture, tu respectes la sienne, je connais la culture de l'autre, je respecte le sien. Et puis, de là, on fait une interaction, j'organise quelque chose avec les Haïtiens, je peux inviter d'autres collègues qui viennent de tant d'autres pays du monde. C'est là, de là, ils vont savoir un petit peu c'est quoi la culture haïtienne, juste un petit peu. Moi aussi, ils m'invitent à leur fête, je vais savoir c'est quoi la culture de leur pays. Donc, je pense que c'est ça qu'elle voulait enlever. C'est pas le fait que chacun de nous doit aller apprendre la culture des autres. C'est plus le respect. C'est regarder la personne en soi et puis l'accepter comme elle est. Je pense que c'est ça qui est mieux pour nous en tant qu'être humain. Après tout, il y a quelque chose qui nous relie. C'est l'humanisme. On est tous des êtres humains. C'est comme, même si on a des différences de couleur, des différences morphologiques, mais après tout, on est tous des humains. On appartient tous avec la planète Terre, disons. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui est le... Je me nomme Raïssa. Raïssa. Raïssa Fatouma. Raïssa Fatouma veut nous dire quelque chose. C'est bien, merci beaucoup. J'étais juste invitée par surprise. Oui. En tout cas, je dois remercier le docteur Ba
Merci beaucoup. C'est un plaisir de faire connaissance avec vous, avec tous les 3 membres qui se sont présentés là-devant. Je suis ravie vraiment et j'ai appris beaucoup de choses entre le multiculturalisme qui parle des cultures et les conflits. Et ça me fait un grand plaisir pour moi et puis je suis très contente. En tout cas, je vous remercie. Mais merci beaucoup, Raissa. Merci. C'était juste quelques commentaires. Oui. Parce que tout le monde a parlé de la culture et puis tout ce qu'ils ont, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit et puis je trouve que la culture c'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Et puis le fait de se connaître soi-même, c'est ça qui nous permet de comprendre les autres, d'écouter les autres et de pouvoir vivre ensemble comme la question que vous avez posée auparavant. Et puis parce qu'on dit, je ne me rappelle pas qui a dit, la personne qui a dit la citation, mais on dit qu'un arbre sans racines ne peut jamais pousser. Donc, et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut voir avec la population autochtone, comment ils ont été déracinés. Mais il y a plus que 8 générations, mais la population est toujours en train de souffrir de ce qui s'est passé auparavant. Exactement. Donc, je trouve que c'est très, très important de se connaître. Parce que, comme on a vu dans la vidéo, les jeunes qui sont en France, les jeunes algériens et maliens, mais c'est comme si ces jeunes-là, ils ont déjà perdu leur place dans la société qu'ils sont dedans. Ils sont en France, mais ils ne sont pas français, mais ils ne sont même pas maliens ou algériens. Donc, exactement. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont produire dans leur société? C'est fort ce que tu viens de dire, Jocelyne. In the morning, we're older and trying to snooze, just so I can dream about the kids I wanna have with you. Can you see? Can you feel me? I so love you, won't you let me go?